Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur All That Jazz pour un épisode estival finalement de ce podcast qui est toujours, encore et toujours, le premier podcast consacré à la comédie musicale. Nous sommes Anna et Fanny. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un film, même d'une saga transmédiatique, oui. dont on fête cette année le 40e anniversaire. Il s'agit donc de la saga Fievel, et plus précisément de son premier film, Fievel et le Nouveau Monde, un film qui est donc sorti en 1986 et dont le titre original est An American Tale. Alors, on vous en parle parce que Fievel et le Nouveau Monde sera le dernier film de la saison 2025-2026 de notre célèbre cinéma club, le All That Jazz Cinema Club. Et donc, nous vous signalons d'ores et déjà qu'il y aura une projection de Fievel et le Nouveau Monde le 19 juillet à 16h, comme d'habitude au cinéma L'Archipel à Paris. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire cet été, juste avant la finale de la Coupe du Monde, venez voir ce superbe film dont on va vous parler dans cet épisode. Donc Fievel et le Nouveau Monde, c'est le deuxième long métrage d'animation de Don Bluth, après un film que vous connaissez peut-être qui s'appelle Brisby et le secret de Nîmes. Et donc pour me lancer comme souvent dans le pitch de Fievel, mais cette fois il sera pas trop éclaté au sol parce que je vous le reprends texto tel qu'il est exprimé par Don Bluth dans son autobiographie que je vous recommande aussi, qui est assez intéressante, assez amusante. Donc là, il s'agit du pitch que Steven Spielberg, on vous expliquera tout à l'heure l'implication de Spielberg dans le projet, le pitch que Spielberg fait à Don Bluth. Donc c'est à propos, je vous traduis en direct, c'est à propos d'une jeune souris nommée Muzi Muskowitz, on verra que le nom de Muzi va donc être transformé en Fievel, et de sa famille qui émigre de la Russie aux États-Unis par bateau après que leur maison ait été détruite par des chats. Pendant le voyage, un orage jette le Little Mousy, donc comprendre Fievel, à la mer et il perd le contact avec sa famille. L'histoire du film sera donc son voyage pour les retrouver. Ce sera une comédie musicale et on l'appellera An American Tale. Donc évidemment, Steven il parle en anglais, vous l'aurez compris, et donc le titre anglais c'est An American Tale. Et à ce moment-là, donc Steven fait une pause, très dramatique, Steven, et il dit, et ça s'appelle T-A-I-L, pas T-A-L-E. Bon, Anna, je te laisse expliquer le jeu de mots de notre cher Steven. Donc, An American Tale, si ça s'écrivait T-A-L-E, ça serait donc un conte américain, une histoire américaine. Et donc là, il y a un petit jeu de mots rigolo parce que tail, T-A-I-L, c'est la queue. Donc ça désigne la queue de la souris. Donc tout de suite, on comprend qu'on va avoir affaire à une histoire de souris aux États-Unis. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le nom du héros n'est plus Mousy, mais Fievel, tout simplement parce que c'est le nom du grand-père maternel de Steven, Philippe Posner, dont le nom yiddish était Fievel. D'ailleurs, il y a tout un bail sur l'orthographe de Fievel qui n'est pas le même, je crois, au début et à la fin du film. Oui, je crois qu'au début, au générique de début, c'est écrit Fievel, F-E-I-V-E-L. Oui, à la yiddish, et après... Voilà, alors que dans tout le reste des éléments promotionnels dans le film et tout, c'est F-I-E-V-E-L. Donc oui, c'est un hommage à la famille de Spielberg, sachant que ses grands-parents paternels étaient aussi des juifs émigrés depuis l'Ukraine. Donc on va voir que le film a une forte portée personnelle aussi pour Steven Spielberg. Et donc, une forte portée personnelle pour Steven, mais pour nous, Anna, quelle portée personnelle, cette transition est incroyable, quelle portée personnelle ce film a pour nous? Bah moi, je l'ai pas mal vu étant enfant, Fievel et le Nouveau Monde. On avait la VHS et on avait aussi celle de la suite, dont on va parler, que vous connaissez peut-être aussi, Fievel au Far West. Mais c'est vrai qu'en revoyant le film là récemment, j'en avais finalement assez peu de souvenirs. Je l'ai pas vu sans doute depuis 25 ans, j'avais pas spécialement beaucoup repensé au film. Et donc, seules quelques images, surtout vers le début, me sont revenues en revoyant le film. Mais c'était un plaisir de le revoir. Alors moi, c'est un film qui a été très important dans mon enfance, tout comme Brisby. D'après mes parents, d'ailleurs, j'ai été très traumatisée par Brisby et le secret de Nîmes. Si je dis pas une bêtise, il y a notamment une histoire d'angle mort, du jardin, et voilà. Et pour moi, longtemps, ce terme d'angle mort a été très marquant, et je sais pas comment dire, mais synonyme de quelque chose de vraiment terrifiant. Bon, bref. Mais par extension, j'ai aussi vu Fievel, et moi, je me souvenais assez bien des chansons.
Et surtout, c'est un film que j'ai revu à l'âge adulte parce que j'ai eu... en fait, je pense que ça date aussi du fait que quand j'étais jeune, quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai fait un stage chez Universal au DVD et à ce moment-là, j'ai récupéré le coffret DVD des 4 films de Fievel dont on parlera tout à l'heure. Et j'ai beaucoup revu les 2 premiers opus à cette époque-là. Je l'ai même revu en salle à cette époque-là. Donc finalement, mon souvenir d'enfance de Fievel avait déjà été réactivé, si tu veux, une première fois à l'âge adulte. C'est un film que j'ai toujours très très fortement porté dans mon cœur, même si j'ai pas de souvenir précis d'enfance associé à Fievel, contrairement à Brisby. Très bien. Et donc maintenant, parlons de ce film, Fievel et le Nouveau Monde, An American Tale. On va d'abord parler des origines du projet et puis de qui sont tous les membres de l'équipe du film, à commencer par Don Bluth. Est-ce que Fanny, tu peux nous dire qui est cette figure très importante de l'animation états-unienne ? Alors Don Bluth, il est né au Texas en septembre 1937, d'ailleurs année de sortie de Blanche-Neige et les 7 Nains, on le rappelle, et il se découvre justement une vocation de dessinateur en voyant Blanche-Neige et les 7 Nains, donc on imagine lors d'une des ressorties dans les années 40. Il commence donc à travailler dans l'animation et il commence en 1956 en tant qu'intervalliste chez Disney sur La Belle au bois dormant. Donc l'intervalliste, c'est celui qui crée les dessins manquants entre guillemets afin d'assurer la fluidité de l'animation. Et après cette expérience, il passe finalement animateur en travaillant notamment sur Merlin l'Enchanteur. Il quitte momentanément Disney pour faire une mission en Argentine parce que il me semble qu'il est mormon. Voilà, il en parle aussi dans son autobiographie. Et lorsqu'il revient, il fait d'abord un détour dans la production de comédies musicales théâtrales, ça aura son importance, et retourne chez Disney entre 71 et 79. Là, il a un petit peu monté en grade, il est d'abord animateur sur Robin des Bois, puis directeur de l'animation, notamment sur les aventures de Bernard et Bianca et Elliot le Dragon. C'est une période très compliquée chez Disney, donc on a l'habitude de dire que c'est aussi après la mort de Walt, à la fin des années 60, donc toutes les années 70 sont une période compliquée, le studio ne sait pas vraiment où il va, et il y a notamment en fait un début de conflit de génération entre des nouveaux animateurs, et notamment des nouveaux animateurs donc plus jeunes qui vont fortement plébisciter l'utilisation des débuts de l'animation assistée par ordinateur, et grosso modo l'autre génération un petit peu plus ancienne qui va être en faveur de l'animation dite traditionnelle. Donc c'est vraiment quelque chose qui cristallise un peu les difficultés du studio à ce moment-là. Les fameux Nine Old Men, donc les animateurs du tout début de l'histoire de Disney sont vraiment vieillissants et le passage de relais vers une autre génération se fait difficilement. Et en fait, tous ces conflits vont être exacerbés pendant la production de Rox et Rookie, pendant laquelle Don Bluth, face en fait à ces conflits, va redevenir entre guillemets animateur et ne plus assurer la direction de l'animation. Donc pour lui, c'est assez compliqué cette période-là. Et il décide en parallèle de travailler en fait sur ses propres projets avec quelques autres animateurs Disney. Donc c'est d'abord quelque chose qu'il fait en parallèle de son travail chez Disney, puis en 79, avec Gary Goldman et John Pomeroy, il quitte Disney pour fonder Don Bluth Productions. C'est un moment vraiment charnière dans l'histoire du studio parce que cette scission est un peu une première, un événement, et surtout parce que Bluth et ses acolytes embarquent avec eux 17 animateurs des studios Disney. Donc une fois le studio formé, ils mettent un point final, si je puis dire, enfin ils finalisent plutôt leur premier court-métrage, Banjo the Woodpile. En fait, donc c'est ce fameux projet secret sur lequel ils avaient commencé à travailler depuis 73. Et c'est un projet qui va être couronné de succès, qui va remporter de nombreux prix, dont le prix d'excellence du National Advisory Board. Le succès de cette première collaboration leur permet de se lancer dans un deuxième projet, cette fois un long métrage, donc le fameux Brisby et le secret de Nîmes que j'évoquais tout à l'heure, donc un film de 1982. Et même si c'est un succès, on va dire, d'estime, voilà, et puis c'est un film qui aujourd'hui est assez, il me semble en tout cas, reconnu dans l'histoire de l'animation, c'est pas un succès commercial, donc c'est pas un film qui leur permet de prospérer, et le studio nouvellement fondé est déjà au bord de la faillite. Ils fondent alors une deuxième entité, une deuxième entreprise, Bluth Group,
avec lequel ils vont commencer à créer des jeux vidéo. Oui, c'est les débuts du jeu vidéo, donc voilà, il y a quelques titres que je ne connais absolument pas, mais qui sont peut-être connus dans le domaine, comme Dragon's Lair, Space Ace, qui vont réussir à mettre sur le marché sans pour autant obtenir une stabilité financière. Et ce n'est qu'au moment où il va finalement rencontrer un autre investisseur, Maurice Sullivan, que Bluth va sortir la tête de l'eau en fondant un autre studio, Sullivan Bluth Studio, pour produire des films d'animation. Et il se trouve qu'à ce moment-là, le compositeur de Brisby, Jerry Goldsmith, a très casually organisé une projection du film pour un pote à lui. Et le pote en question, il est totalement époustouflé. Il aurait déclaré « Je ne pensais plus qu'on faisait de l'animation, de ce genre d'animation aujourd'hui. » Et il veut rencontrer l'équipe qui est à l'origine de Brisby. Et bah, ce pote, c'est autre que Steven Spielberg. Donc, à ce moment-là, il rencontre Bluth et son équipe et se promet de revenir vers eux dès qu'il aura un projet, en fait, pour qu'ils puissent travailler ensemble. Ça mettra 2 ans. Mais donc, 2 ans plus tard, après cette première rencontre, Steven revient avec une idée qui lui a été proposée. Et c'est donc l'idée de Fievel. Oui, et donc cette idée de départ, elle est en fait du producteur et scénariste David Kirchner. Qui deviendra plus tard le créateur de Chucky, la poupée tueuse. Oui, il a l'air d'être assez... il fait beaucoup de choses éclectique. Assez différentes. Voilà, éclectique, c'est ça que je cherchais. Ce David Kirchner. Et donc, au début, bon, très logiquement, il a une idée de film d'animation, il la propose à Disney, mais ça n'intéresse pas Disney. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il va voir Spielberg, qui va être d'accord pour le produire avec sa société Amblin Entertainment. Et Universal va se charger de la distribution. Les scénaristes de Fievel vont être Judy Freudberg et Tony Geiss, qui avaient travaillé ensemble sur le célèbre programme pour enfants états-unien Sesame Street. Donc c'est une équipe qui va très bien s'entendre, et on peut notamment noter qu'après Fievel, Spielberg, Bluth, Freudberg et Geiss, donc les scénaristes, ainsi que le compositeur James Horner, vont retravailler ensemble sur un autre film culte et traumatisant de notre enfance, Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, Land Before Time en 1988. À noter qu'à partir de 86, Don Bluth transfère son studio en Irlande et ça deviendra d'ailleurs le plus moderne complexe d'animation d'Europe. Et à ce moment-là, les succès s'enchaînent, donc avec Le Petit Dinosaure, comme on l'a signalé, qui est produit par Spielberg et George Lucas, puis Charlie, Rocco, Pousselina, Le Lutin Magique et Anastasia. Donc pas mal de titres que vous connaissez sans doute encore aujourd'hui. Personnellement, j'ai énormément vu quand j'étais petite Pousselina, bizarrement, et Anastasia aussi, évidemment. J'ai aussi vu 2 ou 3 fois Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. Je sais aussi que Charlie, qui s'appelle en anglais All Dogs Go to Heaven, il a bonne réputation, mais pour le coup celui-là j'ai jamais vu. Dites-nous quels sont vos films préférés de Don Bluth, qui est quand même finalement, on va dire à côté de Disney, un auteur qui a marqué les esprits des enfants de cette génération. Et je crois qu'aussi ce qui est assez important chez Don Bluth, c'est que c'est vraiment un modèle de studio indépendant. Parce que dans les raisons, on y reviendra, mais qui l'a poussé aussi finalement à faire ensuite sans Spielberg, c'est cette volonté vraiment assez viscérale de Bluth, hein, de ne pas avoir de compte à rendre à quiconque. Que ce soit évidemment au sein d'un studio comme Disney ou même affilié à un producteur qui va avoir beaucoup d'ingérence dans le film, parce que Spielberg, sur ces projets-là, il n'apporte pas que l'argent, effectivement, il va vraiment vouloir mettre sa patte sur le film. Et absolument, et c'est sûr que comme le sujet de Fievel lui tenait à cœur particulièrement, c'est sûr qu'il a été très investi dessus. Donc revenons à Fievel précisément, et parlons un peu, analysons le film, ses thèmes, sa tonalité, etc. En fait, ce qu'il faut savoir, ce que vous avez sûrement déjà un peu compris, c'est que les aventures des souris du film sont un écho direct à l'émigration des familles juives qui ont fui l'Empire russe, où ils subissaient discrimination et violence, au tournant du XXe siècle. Alors un petit point historique qui m'a été fourni tout simplement par un dossier pédagogique rédigé sur Fievel. Le film s'inscrit en 1885 en Russie, au moment où des vagues de juifs quittent l'Europe de l'Est pour fuir la misère et les pogroms, puisque en 1981, donc quelques années auparavant, suite à l'assassinat du tsar Alexandre II, son successeur, son fils, Alexandre III, va mettre en place une politique ségrégationniste et antisémite. Et donc, à partir de 81, les Juifs de Russie vont subir en toute impunité des attaques de la part de la police tsariste avec l'approbation des autorités civiles et chrétiennes,
À partir donc du début du XXe siècle, en pleine crise économique et des périodes de révolte paysanne, cette politique va être encore renforcée par Nicolas II, qui va assimiler les Juifs aux révolutionnaires. Donc sur toute cette période, à partir de 81 jusqu'au début des années 20, les Juifs de Russie vont en masse se tourner vers l'Europe, mais aussi vers l'Amérique pour trouver un nouveau monde, pour échapper tout simplement à ces persécutions. Sur la période, on estime que près de 2 millions de Juifs ont émigré en Amérique, dont les Mauskowitz. Et oui, les souris aussi juives ont émigré. Et dont la famille de Steven Spielberg, en l'occurrence. Moi, puisque personnellement je ne connais l'histoire du monde qu'à travers les comédies musicales. Bon, j'exagère légèrement. Mais évidemment, ça m'a fait penser à 2 comédies musicales juives qui se terminent sur le départ de leurs personnages vers l'Amérique. Personnages donc fuyant l'Empire russe au début du XXe siècle. Ces comédies musicales sont Fiddler on the Roof, qui se déroule dans l'actuelle Ukraine, et Yentl, qui se déroule dans l'actuelle Pologne. Donc à la fin de ces 2 comédies musicales, les personnages principaux émigrent, partent vers les États-Unis. Si vous voulez en savoir plus, on a consacré des épisodes à ces 2 œuvres. Et dans Fievel, ça va être en quelque sorte la suite, puisque seule la première scène se déroule dans l'Empire russe, et le reste du film décrit l'émigration et l'installation dans le fameux Nouveau Monde. Un sous-texte évidemment dont j'avais aucune notion quand je regardais étant petite. Alors, ce que j'ai trouvé assez rigolo en le revoyant, et ceci même alors que, comme je l'ai dit, je l'avais revu à l'âge adulte, j'avais le souvenir que Fievel était genre discrètement codé comme juif, genre parce qu'il s'appelle Moskowitz, donc ou Souriskowitz en français, on comprend que c'est non. Mais en fait, c'est pas du tout c'est pas discret. Codé. Parce qu'en fait, on commence sur une célébration de Hanouka. Donc là, c'est un fait, là, la famille de Fievel est juive sans ambiguïté aucune, ils sont explicitement juifs. Et lorsque les Cosaques arrivent, donc juste après cette célébration de Hanouka, et qu'ils détruisent tout le village, les chats, qui eux vont s'attaquer aux souris, portent le même uniforme que les soldats cosaques. Donc, enfin, comment dire, les chats sont cosaques. Oui, absolument. Cette première scène d'ailleurs, elle est assez violente, hein. Ça commence à peine, on a le tout début avec la célébration familiale de Hanouka où on voit la joie d'être ensemble, etc. Mais ça part très vite dans des accès de violence avec cette attaque des chats, l'incendie de la maison, enfin c'est assez fort. Hein. Oui, c'est extrêmement graphique, hein. Il y a, contrairement à Disney, il y a rien qui reste hors champ, hein. On voit vraiment les maisons brûlées, les soldats arriver avec violence, c'est assez aussi symptomatique de Don Bluth de toujours mettre des petits moments un peu traumatisants. C'est clair. Pour rester sur cette histoire, on va dire, de la judéité de la famille de Fievel, il y a plusieurs éléments, notamment le fait qu'il porte une casquette vraiment typique qui est donnée par son père au début. Et en fait, donc en anglais, ça s'appelle une casquette, écrit K-A-S-H-K-E-T. Ça fait vraiment genre comme si on avait judéifié le mot casquette, ça fait trop rire. Et donc c'est un couvre-chef traditionnel des juifs hassidiques, qui sont donc un courant du judaïsme qui est né dans l'Empire russe. D'ailleurs, Tévier, le père, le héros d'un violon sur le toit, porte une casquette qui ressemble vraiment à celle de Fievel. Qui est vraiment la casquette emblématique de Fievel. Enfin, il la porte dans les 4 films. Enfin, on verra dans le deuxième, il troque pour un autre haute forme, mais ça fait partie intégrante de son look qui ne change pas au fil des 4 films. Absolument. Autre élément comme ça qui ramène à ce judaïsme spécifique aux juifs de l'Empire russe, c'est le père là, qui joue des airs klezmer au violon. Là aussi, on peut penser à un violon sur le toit. D'ailleurs, le son du violon, c'est ce qui va permettre à Fievel de retrouver son père. Il l'entend à la fin, voilà, il y a tout un truc autour de ça. Le père, il se balade toute la journée avec son violon à la main, c'est trop drôle. Je dérive un peu, mais ça me fait remarquer que dans le film, l'attachement est vraiment entre le père et le fils. Je sais pas si ça t'a frappé aussi, même si la mère, elle est importante, c'est vraiment cette relation-là, père-fils, qui est mise en avant. Il cherche son père, quoi. Il entend son père, il appelle papa, enfin, il y a vraiment un truc très fort entre le père et le fils. Moi, j'ai forcément pensé à Yentl sur le papa. Papa, can you hear me? J'avoue. Enfin, pour l'anecdote, tout début du film, ça se déroule, c'est indiqué au début, dans la ville de Chotska, qui est une ville qui se situe actuellement en Ukraine. C'est la ville d'origine en fait de ma tante et de ma cousine, donc ça m'a fait drôle de lire ça. Ce qui m'a fait drôle aussi de lire, c'est qu'il y a écrit Chotska, Russie. Et non, c'est situé en Ukraine, ok. Alors à l'époque, non, c'était en Russie. Mais aujourd'hui, ça fait bizarre de lire ça parce que voilà, Chotska est en Ukraine, contrairement à ce que Poutine pense, voilà.
Bref, cette histoire de souris et de chats pour parler de l'histoire du peuple juif, ça m'a fait penser à la célèbre bande dessinée Maus de Art Spiegelman. Donc c'est une BD qui évoque la Shoah et dans laquelle les juifs sont représentés par des souris et les nazis par des chats. C'est une bande dessinée qui a été publiée de 1980 à 1991. Donc Fievel arrive à peu près pile au milieu finalement de la publication de Maus. Apparemment, donc ça a d'abord paru en feuilleton, hein, je sais plus dans quel journal, mais Spiegelman s'est aussi pressé de le publier sous forme d'album juste au moment de la sortie de Fievel. Oui, parce qu'en fait, au début, j'ai pensé à ce parallèle, puis j'avais commencé à l'écrire, je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, et puis en fait, j'ai vu que Spiegelman, directement, lui, il a fait le rapprochement entre Fievel et son œuvre, et donc, j'ai une citation de lui, quelques années après Fievel, il dit « Je dois avouer que j'ai un problème avec Spielberg. Cela remonte au moment où il a produit Fievel et le Nouveau Monde, le dessin animé sur des souris juives qui échappent aux Cosaques. Je crois qu'il dit Cossacks ou un truc comme ça dans la citation, enfin tu vois, les Cosaques, les chats Cosaques, et que j'ai perçu comme une détestable appropriation de Maus. » Donc le rapprochement en effet est évident, hein, et surtout dans la première séquence de Fievel finalement, celle dont on parlait. Ah oui, c'est vrai qu'une fois qu'on l'a vu, le parallèle est assez évident et difficilement omettable, on va dire. Alors peut-être que voilà, Spielberg a été très inspiré par Spiegelman, marqué par peut-être la justesse finalement de faire se confronter les deux espèces pour parler de cette histoire-là, mais en tout cas, ça aurait pu être de bon ton d'en avertir Spiegelman. Enfin voilà, c'est toujours la même chose, parce qu'on peut quand même arguer que l'esthétique de Fievel est très différente de celle de Maus, mais bon, ça pose quand même la question de reprendre un peu à son compte une idée. Et de manière générale, on peut aussi noter que les souris dans l'animation, comment dire, depuis 1928, ça prospère. Donc voilà, il y a évidemment Mickey, après il y a Tom et Jerry, mais une des préoccupations de Don Bluth, c'est de s'écarter, en tout cas de 2 longs métrages d'animation produits quelques années auparavant, qui mettent en scène des souris, à savoir à la fois Brisby et le secret de Nîmes, son propre film, mais aussi Les aventures de Bernard et Bianca. Donc comment faire en sorte que ça n'apparaisse pas, ce Fievel, comme une énième histoire de souris? Oui, et aussi la différence avec Maus, c'est que dans Maus, on est sur un zoomorphisme total strict. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'humains, et en fait, les animaux représentent les humains. Il n'y a pas, on va dire, une double société, alors que dans Fievel, c'est le cas. Tout comme, d'ailleurs, pour le coup, dans Brisby et Bernard et Bianca. Et Bernard et Bianca, ouais. Et d'ailleurs, il me semble que c'était cette idée d'opter pour un zoomorphisme total, c'était une des premières directions vers lesquelles le film devait aller, et que sous l'impulsion de Don Bluth, alors encore une fois, est-ce que c'était une idée de Spielberg, on ne sait pas, mais sous l'impulsion de Don Bluth, on a été vers cette solution de conserver la société des humains, parce que selon Don Bluth, le zoomorphisme total, ça ne marchait pas, et se basait notamment sur l'exemple de Robin des Bois, qui avait été produit récemment et qui était plutôt un échec. Bon, aujourd'hui, on pourrait dire que, au contraire, ça marche super bien, le zoomorphisme total, quand on regarde Zootopie, mais c'est peut-être différentes époques. Et donc, dans Fievel, on va voir de temps en temps les humains, finalement, qui subissent, pour certains d'entre eux, les mêmes déconvenues. Hein. Par exemple, on voit l'inconfort sur le bateau qui les amène aux États-Unis, les galères à la fois financières, administratives, à l'arrivée à New York. Donc il y a vraiment un parallèle entre les deux sociétés, finalement. Oui, c'est vraiment un parallèle qui est extrêmement appuyé par la mise en scène, parce qu'à plusieurs reprises, en fait, on va avoir des plans qui d'abord nous montrent les humains qui débarquent du bateau, et à la faveur d'un travelling, on va voir les souris qui font la même chose, avec vraiment des hordes d'humains qui débarquent, des hordes de souris qui débarquent. C'est très très explicite que toutes les difficultés qui vont arriver aux immigrants à cette époque-là vont être ceux des Moscovites et de leurs congénères souris. Mais il y a aussi une autre chose que je me suis dite, c'est que finalement les chats, enfin je trouve qu'on perd au bout d'un moment le parallèle chat égale antisémite et souris égale juif, parce que finalement quand ils arrivent, ils rencontrent des souris qui sont pas juives. Ils rencontrent une souris allemande, une souris italienne, alors c'est bien parce qu'on voit plein d'immigrants de différents pays aux États-Unis. Mais du coup, les chats deviennent des oppresseurs en général, on va dire, de toutes les souris. Alors peut-être ils représentent plus au bout d'un moment, je sais pas, la xénophobie. Enfin voilà, ça devient un petit peu moins exactement chat égale antisémite, souris égale juif, je trouve, au bout d'un moment. Enfin, dans la deuxième partie du film, quoi.
Donc on est vraiment, vous l'avez compris, sur des thématiques assez dures dans Fievel, avec un film au global assez mélancolique. On se doute que ça va bien se finir, qu'il va retrouver sa famille. Mais tout son parcours à Fievel est quand même assez triste. Il lui arrive des choses très malheureuses, il est exploité, il est dans la pauvreté la plus absolue. Plusieurs scènes font énormément peur, donc c'est ce qu'on disait, la poursuite et l'incendie au début. La tempête en mer, lors de laquelle il va perdre sa famille, est effrayante. À la fin aussi, il y a des scènes de dévastation là qui sont assez impressionnantes. Oui, moi je me souviens que lorsque je l'ai vu au cinéma il y a environ 15 ou 20 ans, donc à l'âge adulte, c'était lors d'une séance famille au Forum des Images, et au moment du naufrage, de la tempête plutôt en mer, il y avait plein d'enfants qui hurlaient, qui s'attendaient pas du tout à voir un film d'une telle violence, entre guillemets. Donc c'était assez presque comique en fait, où tu dis il y a peut-être un problème de programmation et d'avertissement aux familles là, parce que vraiment la salle était en émoi. Et en plus, c'est vraiment représenté, tu sais, les vagues, elles prennent la forme d'espèces de monstres, d'espèces de diables. Ça fait un peu penser à Fantasia, je trouve, le monstre là, qui surgit des eaux. Enfin, c'est vraiment très impressionnant. Je l'ai montré en avance, du coup, à ma fille pour pas qu'elle qu'elle hurle le jour de la séance. Je lui ai montré là. Elle m'a dit, mais ça me fait pas peur, maman. Bon, peut-être, mais je pense que sur grand écran. Alors c'est vrai qu'elle a rarement peur, mais je pense que sur grand écran avec la musique à fond et tout. Elle fera moins sa maline. C'est ça. En tout cas, c'est des moments qui sont aussi très impressionnants et absolument magnifiques en termes d'animation. Don Bluth explique que pour rendre fidèlement la façon dont justement cette tempête secourait le grand navire, ils ont construit une maquette du bateau qui transporterait la famille des souris vers l'Amérique, et la même chose a été faite aussi pour la fameuse souris de Minsk, là, l'espèce de robot de marionnette qu'ils inventent à la fin, pour terroriser les chats. Elle a aussi été créée à partir d'une maquette. Donc il y a de toute évidence évidemment un soin très très fort apporté à l'animation dans le film. Et ce que j'ai trouvé également magnifique dans le film, ce sont les décors, en fait, les arrière-plans. Ouais. Notamment lorsque Fievel erre dans les rues de New York. Vraiment le sens du détail, le côté englobant, enfin c'est vraiment très très beau. Ouais, je suis d'accord que, comme d'ailleurs dans le Petit Dinosaure, la Vallée des Merveilles, tous les arrière-plans sont vraiment magnifiques dans ce film. Et de manière générale, on pourrait aussi noter que y a les thématiques qui sont assez sombres, mais aussi l'esthétique. On a quand même assez souvent des dominantes de bleu foncé, de marron, de rouge. Et ça, c'est quelque chose qui est assez similaire avec Brisby et le secret de Nîmes. Donc on est sur un film sombre dans tous les sens du terme. Et de l'aveu même de Don Bluth, on est aussi sur un type de dessin qui, là, va typiquement rendre hommage au Disney des années 30 et des années 40. Par opposition, par exemple, avec ce que Disney fait dans les années 70. Et ici, on est sur des lignes très rondes, des formes arrondies, des personnages attachants, soigneusement développés avec l'équipe marketing d'ailleurs. Mais on est dans un hommage aussi à une animation qui est plus vraiment celle qu'on fait à cette époque-là, aux États-Unis. Maintenant, disons un petit mot sur les voix. Quelles sont les personnes qui ont prêté leur voix aux différents personnages du film? D'abord, dans le rôle de Fievel, c'est donc un enfant qui s'appelle Philip Glasser, qui va aussi jouer le personnage dans la suite, donc Fievel Far West, et dans la série, tout ça, on vous en reparle un peu plus tard. Dans le rôle du père, on a Nehemiah Persoff, un acteur qu'on avait vu notamment dans un rôle de gangster dans certains M Show, mais aussi qui est le fameux papa dans Yentl. Donc voilà, il a déjà joué un père juif, c'est pour ça que le parallèle est vraiment explicite. Dans le rôle de la mère, on a Erika Yon, qui est une actrice avec une expérience de Broadway, qui a notamment travaillé plusieurs fois avec Bob Fosse. Dom DeLuise, qui est un comédien, une sorte de character actor qu'on a vu notamment dans beaucoup de films de Mel Brooks, va jouer le gentil chat Tiger qui devient ami de Fievel. Et c'est Christopher Plummer, donc acteur qu'on a bien sûr vu dans La Mélodie du Bonheur et dans de nombreux autres films, qui joue le rôle d'Henri le pigeon. Donc ce pigeon français qui habite sur la Statue de la Liberté qui est alors en construction. Français, car on le rappelle, la Statue de la Liberté, c'est un cadeau des Français aux Américains et dont la maîtrise d'ouvrage avait été confiée au Français Auguste Bartholdi. Oui, et ça permet là aussi de situer le film dans le temps, puisque le film se termine sur Henri le pigeon qui amène Fievel et sa sœur voir la Statue de la Liberté terminée.
Et donc on sait que la Statue de la Liberté a été terminée en 1886. À noter que Don Bluth voulait initialement caster le comique Sid César dans ce rôle-là, mais que ça fonctionnait pas. En vrai, je trouve ça un peu bizarre cette idée de coller un accent français à coup de pied ou de couteau sur une voix extrêmement connue et qui est pas codée comme une voix française. Donc je sais pas. Bon, après, Christopher Plummer n'est pas spécialement codé comme français non plus, mais peut-être que sa voix était un peu moins connue que celle de Sid César. Enfin bref, en tout cas, ça n'a pas été lui. Alors ensuite, Madeleine Kahn, qui est une actrice qui elle aussi a joué dans plusieurs films de Mel Brooks et qui a été nommée aux Tony Awards pour On the 20th Century en 1978. Elle joue Gussie Mossheimer, qui est une souris de la haute société d'origine allemande. Et à noter qu'en anglais, elle s'appelle Gussie Souris-Feller. C'est rigolo cette traduction qui fait évidemment allusion à Rockefeller, la célèbre famille richissime américaine. La voix de John P. Finnegan qui double le méchant Warren T. Ratt me semblait très familière, mais en réalité quand j'ai regardé la filmographie de cet acteur, je sais pas trop où je l'aurais entendu avant, mais j'ai trouvé qu'il avait une voix très typique de gangster, encore personnage de la mafia qu'on entend dans les films hollywoodiens. J'aime bien ce personnage que je trouve assez terrifiant. Ouais, il marche bien, ouais. Et enfin, on pourrait mentionner Pat Music, qui joue Tony Toponi, une jeune souris qui devient amie de Fievel. Pat Music, c'est une femme, hein, comme souvent les personnages, on va dire, de jeunes sont souvent joués par des femmes dans les films d'animation. À noter, dans leur genre de rapprochement absolument random, que Pat Music, c'est la mère de Mae Whitman, qui est une actrice qu'on connaît parce qu'elle a notamment été l'héroïne de la série musicale Up Here, dont on avait parlé il y a quelques années. Toponi, il est pas dans le deuxième du coup. Non, parce que l'actrice qui le jouait, justement, venait d'avoir sa fille, et du coup, j'ai lu un truc, elle a pas voulu participer parce qu'elle était en congé mat, en gros. Parce que du coup, on le retrouve pour le coup dans les 2 autres films. Ouais, tout à fait. Bref. En français, on peut noter que Roger Carrel est encore là, hein. Il est très souvent là quand il faut doubler des personnages, on a parlé de lui dans notre dernier épisode sur Disney. Il joue le rôle du cafard, qui est pas un rôle très marquant pourtant, hein. Enfin, qui est rigolo, mais qui est pas très présent, on va dire. Ce cafard est un peu le sous-fifre du méchant gangster dont on parlait. On reconnaît très bien sa voix également. Il y a des voix connues dans le film, des voix connues du doublage français. Perrette Pradier qui joue donc la fameuse Gussie Mossheimer, enfin Souris Feller. Et Alain Dorval qui est notamment la voix de Stallone, qui joue Tiger. Quand on écoute en français, fait « Ah oui, c'est Stallone, effectivement !» Voilà. Alors, on va vous parler de la musique, puisque ce dessin animé est bien une comédie musicale. Oui, on a failli l'oublier. Oui. Mais non, il y a bien des chansons. La musique est écrite par James Horner, qui est un très grand compositeur hollywoodien, qui deviendra par la suite, finalement, très connu, avec des films notamment comme Braveheart, Titanic ou encore Avatar. Il travaillera à nouveau avec Don Bluth sur Le Petit Dinosaure et La Vallée des Merveilles. Et comme d'ailleurs pour Le Petit Dinosaure, je trouve que la musique de Faust tient ici une part très très importante dans la transmission des émotions, au-delà même des numéros musicaux, même si ceux-ci sont tout à fait remarquables également. Absolument, bah oui, la musique elle participe énormément, notamment de toutes ces scènes impressionnantes dont on a parlé, hein, la scène de la tempête, la musique fait énormément aussi pour que ça soit mémorable. Mais parlons quand même des chansons. Il y en a 4, et elles sont écrites par Cynthia Weil et Barry Mann, qui sont en fait un célèbre couple. Donc elle, Cynthia Weil, est parolière et Barry Mann est compositeur. Et ils travaillent ensemble depuis les années 60, notamment au sein du Brill Building à New York, qui était un des lieux phares de l'industrie musicale. Ils ont écrit des grands classiques de la musique américaine, comme On Broadway. Et ce qui est marrant, c'est que Cynthia Weil et Barry Mann, ce sont des personnages secondaires qui apparaissent dans la comédie musicale Beautiful de Carole King Musical, puisqu'ils étaient amis de Carole King et qui travaillaient avec elle. Alors, ces chansons de Fievel, quelles sont-elles? Eh bien, nous avons tout d'abord There are no cats in America. En Amérique, il n'y a pas de chat. En Amérique, il n'y a pas de chat. Donc c'est une chanson qui est entonnée au début du film par toutes les souris donc qui sont à bord du bateau en route vers l'Amérique. Ces souris qui évoquent le malheur de subir l'oppression des chats dans leurs pays respectifs. Alors il y a la souris russe, la souris italienne, la souris française qui sont toutes opprimées par les chats. Et qui donc, grâce à cet hymne, chantent leur bonheur de se rendre en Amérique, car c'est vraiment la chanson de l'American Dream, hein, que en Amérique tout sera formidable, et même ce bout de réplique,
En anglais, the streets are paved with cheese, donc les rues sont pavées de fromage. Cette notion de pavé de fromage, qui est évidemment un écho avec aux routes pavées d'or de l'Amérique, qui fonctionne comme une métonymie de la promesse d'opulence états-unienne. Deuxième chanson du film, c'est la chanson Never Say Never. Faut jamais dire jamais, je crois en français. Never say never. Ouais, elle est assez catchy, ouais. Ouais. Dans laquelle le pigeon Henry essaie de rassurer Fievel, qui est désespéré d'avoir perdu sa famille, évidemment. Ah oui, quand je l'ai réentendu, je m'en souvenais vraiment, mais je me souvenais pas que ça venait de ce film en particulier. Ah ouais. Mais cet air, je l'avais vraiment en tête. Autre chanson, là pour le coup, la grande chanson phare du film, c'est Somewhere Out There, en français, très loin là-bas. C'est une I Want Song, mais chantée en duo par Fievel et sa sœur Tanya, qui sont alors séparés et souhaitent se retrouver. Donc voilà, chacun chante à l'autre sans savoir qu'il l'entend vraiment. Évidemment, un effet de montage nous les fait chanter ensemble. Alors c'est peut-être random, mais depuis l'enfance, j'associais toujours cette chanson à une chanson de Bernard et Bianca, qui s'appelle Someone's Waiting for You. Quelqu'un t'attend là-bas, parce qu'il y avait un peu cette même idée. Alors dans Bernard et Bianca, c'était l'enfant humaine qui avait cette chanson, mais c'était vraiment cette idée d'un enfant qui regarde au loin en espérant trouver une vie meilleure, etc. Et voilà, j'ai toujours associé ces deux chansons ballades avec des très belles mélodies. Alors apparemment, au début, les scénaristes s'étaient essayés à la composition d'une chanson de ce type. Alors j'imagine que le brief c'était chanson d'une souris à la lune. Mais la copie qu'ils avaient rendue était vraiment une chanson à la Sesame Street qui s'intitulait Hey Mr. Man in the Moon. Et donc Steven a écouté ça et a rigolé. C'était pas du tout ce qu'il avait en tête, donc c'est devenu autre chose. Bon, a priori, il a quand même plutôt eu raison de pas valider cette version, puisque cette chanson-là, Somewhere Out There, a connu un retentissement même au-delà de juste son impact émotionnel au sein de l'histoire du film, puisque ça a été chanson de l'année aux Grammy Awards en 88, ainsi que meilleure chanson écrite pour le cinéma ou la télévision, pour sa version pop, chantée par Linda Ronstadt et James Ingram, qu'on entend dans le générique de fin, il me semble. Cette chanson a été également nommée aux Oscars et aux Golden Globes, mais où elle a perdu contre Take My Breath Away, la chanson de Top Gun, qui est aussi assez marquante. Dans son autobiographie, là encore, Don Bluth explique que pour lui, la plus grande des récompenses, ça a été que des années ensuite, des couples un peu partout dans le monde l'ont choisi pour être joués à leur mariage. Donc pour lui, c'est la plus belle des récompenses. Et il ajoute à ce moment-là, et tout a commencé par une souris. Voilà, c'est une de ces petites blagues qu'il y a dans son autobiographie. Il fait que des blagues comme ça, bon, évidemment. C'est une allusion à Disney, cette fois. Mais ce qui est étonnant, c'est que du coup, dans le film, c'est vraiment un frère et une sœur, et en fait, la version pop qui en est faite par Linda Ronstadt et James Ingram, c'est une version plutôt amoureuse, hein. Ouais. On est séparés, mais on va se retrouver, et c'est pour ça que du coup, les couples le jouent à leur mariage, mais c'est quand même assez éloigné du sens initial, c'est ça. Et enfin, la quatrième chanson, qui est pour le coup peut-être un peu moins marquante, s'appelle A Duo. C'est la chanson de la rencontre entre Fievel et le chat Tiger, le gentil chat. C'est une chanson d'amitié, de camaraderie. C'est pas le moment le plus marquant du film, mais ça reste assez mignon. Et il y a une autre chose que j'avais notée, qui est un autre moment musical, mais voilà, qui n'est pas une chanson originale, c'est que lorsque Fievel erre seul dans les rues de New York vers le début, on entend la chanson Poor Wandering One, et on voit même, il marche dans les rues, je pense qu'il y a une partition, je sais pas si elle est par terre sur le sol ou si c'est juste qu'il y a une superposition d'images, mais en tout cas on voit la partition de cette chanson, Poor Wandering One, et cette chanson fait partie de la célèbre opérette de Gilbert et Sullivan, The Pirates of Penzance, une opérette qui a ouvert à New York fin 1879. Donc on voit qu'il y a quand même une volonté d'ancrer temporellement le film. Alors quelques mots de la sortie du film et de son succès commercial. Oui, alors le film est sorti le 21 novembre 1986. Au box-office, il réalise des recettes de 47 millions de dollars sur le sol américain et 84 millions de dollars dans le monde. C'est un très bon score. Ça va même battre le score réalisé par le film Basil Détective Privé, qui est un film également de souris, film sorti par Disney en juillet de la même année. Et oui, dans cette guerre des souris, le film de Don Bluth sort vainqueur puisqu'il va empocher 9 millions de plus que le film Disney.
Alors à noter qu'on est déjà, on va y revenir, sur une logique de franchise, puisqu'on va avoir un jeu vidéo qui s'appelle An American Tale, The Computer Adventures of Fievel and His Friends, qui va être adapté du film, voilà, pour démarrer cette aventure multimédia. Oui, puisque Don Bluth l'explique, que le style de graphisme a notamment été choisi en concertation avec l'équipe marketing qui préparait, dès la préparation du long métrage d'animation, la sortie de tout un tas de produits dérivés. Parmi lesquels, aussi, à partir de 90, la présence de Fievel dans les Universal Studios de Floride jusqu'en 92 et de Hollywood jusqu'en 97, où il y avait deux, on va dire, choses dérivées de Fievel, un spectacle et aussi une aire de jeu. Oui, ça fait aussi partie de ces licences qui vont être supprimées et remplacées dans les parcs Universal à mesure que les films sont un petit peu moins au top de leur popularité, parce que c'est vraiment une politique des parcs Universal de remplacer les attractions existantes, même lors de films cultes comme Jaws ou... Alors je crois que E.T. ils ont pas le droit parce que Spielberg a dit que... Mais voilà, il y a plein de films pourtant encore cultes. Back to the Future, je crois, qui a été remplacé parce que les licences n'ont plus le même écho aujourd'hui qu'à leur sortie. Et donc Fievel a fait partie de ces licences remplacées. Je trouve que c'est assez étonnant le choix du spectacle et l'aire de jeu parce que du coup c'est des trucs un peu mineurs, alors que je trouve qu'au vu du succès du film, il y avait sans doute vraiment matière pour une attraction en dur, soit un dark ride, soit un truc un peu plus à sensation, ou même très spécifiquement, et ça va être plutôt tiré du deuxième film, ça va nous faire une transition, un parcours de bouée. Parce que dans le deuxième film dont on va parler, il y a toute une scène où ils sont dans les égouts, dans une espèce de canette, dans un véhicule rond. Pour moi, c'était tellement un ride de bouée, c'était une évidence, quoi. Je déplore cette non-adaptation. Puisque, en fait, apparemment, le spectacle, il mêlait pour le coup le premier et le deuxième film, je crois, dans ce qui était représenté. Donc, la suite de Fievel et le Nouveau Monde, c'est Fievel au Far West, un film qui sort en 91, donc finalement assez peu de temps après la sortie du premier opus, quand on connaît le temps de développement, on va dire, d'un film d'animation. Et le titre américain, c'est An American Tale, Fievel Go West. Ce film est produit par Emblémation, qui a été en fait pendant quelques années la branche animation d'Amblin, la société de Spielberg. Et le logo d'Emblémation, c'était Fievel lui-même, parce que Emblémation a été créé pour produire Fievel au Far West, du fait de la séparation qui va avoir lieu d'entre Spielberg et le studio de Don Bluth, puisque Don Bluth ne réalise pas ce deuxième film, essentiellement pour des raisons budgétaires, puisque le budget de Fievel au Far West était d'emblée annoncé comme contraint, il devait coûter moins que les 9 millions de dollars du premier opus. Don Bluth avait dit on peut le faire pour 9 millions, mais fallait absolument réduire les coûts, donc ils ont décidé de ne pas prendre le projet. Bon, il a eu quelques regrets apparemment au tout début, il y a toujours eu ce truc de se dire est-ce que j'ai bien fait. Mais là encore, il fait un peu le malin dans son autobiographie en disant finalement je sais que j'ai bien fait, d'autant que le film Fievel au Far West va exploser en termes de budget et il coûtera finalement 16 millions de dollars et Don Bluth dit moi je sais que j'aurais pu le faire pour 9, voilà. Et donc le film, s'il n'est pas réalisé par Don Bluth, il l'est par Phil Niebelink et Simon Wells. Alors comme son nom l'indique, cette suite est un western, et rend donc hommage au genre du western. Et d'ailleurs, Fievel, comme on l'a commencé à le dire tout à l'heure, transforme sa fameuse casquette en chapeau de cow-boy. C'est vraiment la suite directe, parce qu'à la toute fin du premier film, Henri le Pigeon disait à Fievel et à Tanya qu'un jour ils iraient visiter le reste de l'Amérique. C'est donc fait dans cette suite. Puisqu'en fait, c'est bien triste, mais ça se passe pas si bien que ça à New York pour Fievel, et à la suite d'une nouvelle attaque de chats, la famille de Fievel est obligée de s'enfuir. Ils vont croiser la route d'une étrange souris habillée en cow-boy qui vend des billets de train pour l'Ouest. Convaincus, ils quittent la ville pour s'installer dans le village de Green River. Mais en chemin, Fievel est à nouveau séparé de sa famille. On a vraiment un schéma qui va se répéter d'épisode en épisode de Fievel.
On a pour cet opus quelques nouvelles voix, notamment John Cleese qui va jouer le rôle du grand méchant chat british. Là encore, un méchant assez charismatique, je trouve. John Cleese, on le rappelle, c'est un des membres fondateurs des Monty Python. Et pour l'occasion, d'ailleurs pour jouer le rôle de ce méchant chat, il a refusé le rôle de Big Ben dans La Belle et la Bête, donc un film, on va le dire, hein, qui va sortir au même moment que Fievel au Far West. On note aussi Amy Irving dans le rôle du personnage de Miss Kitty, l'amoureuse de Tiger. Oui, et d'ailleurs Amy Irving, elle était aussi dans Yentl, si je dis pas de bêtises. C'est aussi l'ex-femme de Spielberg, Amy Irving, à ce moment-là. Ils sont séparés en 89, je crois. Mais ce qui est aussi notable dans Fievel au Far West, c'est que c'est le tout dernier rôle de James Stewart. Évidemment, qu'on ne présente pas le grand acteur hollywoodien qu'on a vu chez plein de grands réalisateurs, dont Hitchcock, etc., et dont des westerns aussi, bien sûr. Et il joue ici le rôle de Wiley Burp, qui a été traduit par Buffalo Blurp en français. Donc c'est un vieux shérif... c'est un vieux shérif chien. Faut dire que c'est pas facile à dire. Et donc vraiment, le film va lui rendre hommage comme un héros sur la fin de sa vie finalement, hein, qui va devoir passer le flambeau. En français, Roger Carrel revient, mais il joue maintenant un autre perso, hein, puisque bien sûr le cafard du premier épisode n'est plus là. Et il joue là aussi l'acolyte du méchant, qui est cette fois-ci une araignée. Vraiment, on avait vraiment une logique d'emploi finalement Oui. assez marquée. Et le jeune Fievel est doublé en français par Dimitri Rougeul, qui doublera le jeune Simba du Roi Lion. Ah, ok. Là aussi, nous avons quelques chansons originales qui sont toujours composées par James Horner, et cette fois-ci avec des paroles de Will Jennings. Donc ce qui est intéressant, c'est que la sœur de Fievel, Tanya, qui, alors ça c'est très bizarre, hein. Oui. Elle est clairement beaucoup plus grande, elle est adolescente que dans l'autre, mais Fievel n'a pas spécialement grandi, c'est très bizarre. Ça se prolonge sur les suites d'ailleurs, cette bizarrerie. Et donc là, elle souhaite devenir chanteuse, ce qui va justifier plusieurs moments musicaux, hein, presque backstage finalement. Alors, première chanson assez marquante qui est vers le début, c'est Way Out West, un ensemble très entraînant, lorsque les souris quittent New York pour le Far West. C'est vraiment le même esprit que There Are No Cats in America, c'est-à-dire on est en train de partir et on se réjouit du fait de partir et de trouver un monde meilleur. Oui, la chanson a vraiment clairement la même fonction, même si on les voit un peu moins chanter et danser diégétiquement pour sceller leur union que dans le premier opus. Et on a notamment un moment assez chelou où on voit une carte des États-Unis parsemée de fromages, genre, je sais pas, les fromages des différents États. C'est assez curieux comme plan. Et ensuite, on a toute une série de plans où on voit le petit train, tout en les entend chanter en arrière-plan. Le train traverse vraiment de très jolis paysages. Enfin, voilà, on a des paysages un peu désertiques, des paysages avec des ours. Enfin, voilà, c'est un moment, malgré tout, assez joli. Autre chanson, Dreams to Dream, qui est une ballade chantée par Tanya. Et on sent là aussi qu'on répète un peu le modèle du premier film, puisque j'ai la sensation qu'on essaie de répliquer le succès de Somewhere Out There. Dreams to Dream, d'ailleurs, va être nommé également aux Golden Globes. Et c'est d'ailleurs une chanson qui est basée sur un court instrumental qui figurait dans le premier film, Fievel et le Nouveau Monde. C'est donc la chanson par laquelle Tanya attire l'attention du personnage interprété par John Cleese, donc le méchant chat là, et qui pour une obscure raison semble être un mélomane et le détourne à ce moment-là de sa tentative de manger Fievel. Alors oui, faut que je te dise, j'ai vu une parenté assez forte, je trouve, entre ce personnage de chat là et Tighty Bob des Simpsons, à la fois sur le côté british, le côté partant extrêmement précieux, et mélomane, parce que il a ce truc Tighty Bob que quand il entend Gilbert et Sullivan, donc je sais pas, ça m'a fait vachement penser à ça. Ok, trop drôle. Et enfin, on peut mentionner la chanson The Girl You Left Behind, qui est chantée également par Tanya dans un cabaret, un morceau aux accents très country, qui est pour moi le meilleur moment musical du film. Oui, c'est assez cool, et j'aime bien le moment juste avant où justement Miss Kitty prépare un peu Tanya à la scène, voilà, dans leur loge. Bon, même si Tanya ressort de cette conversation totalement groomée, sexualisée, maquillée à façon tenancière de saloon, bon, c'est un petit peu chelou sur une jeune souris, mais soit. Oui, c'est les codes du genre, on va dire. Petite note sur d'autres passages musicaux. J'ai trouvé amusant à la fin le fait que le père sort son violon, hein, puisque comme dans le premier épisode, il a toujours son violon sur lui. Il entonne un air de musique klezmer, mais qui va vite se transformer en air country, hein, puisque le point commun de ces deux musiques, c'est que le violon y est très important. Ah oui, astucieux.
Moi, j'aime bien comment tu disais qu'il a toujours son violon sur lui, mais ça peut être utile, hein, parce qu'à un moment donné, au tout début du film, il se sert du violon pour éloigner un chat qui était sur le point de croquer son fils en faisant vibrer les cordes de manière hyper stridente. Je sais pas, oui. ça fait vibrer la paupière du chat auquel il manque un œil et puis il lâche Fievel. Je me dis, ah ouais, le violon, c'est pour se défendre en fait. Et enfin, dernière remarque sur la musique, il y a un passage musical que t'as remarqué aussi Fanny, dans le désert vers le début, qui reprend le générique de la série western des années 60 Rawhide, donc c'est le célèbre générique Rollin', Rollin', Rollin'. Rolling, rolling, rolling. Oui, c'est tellement cool. Et c'est d'ailleurs un morceau qu'on entend également dans les Blues Brothers, donc voilà, un morceau assez culte. Globalement, pour donner notre avis sur le film, il est pas désagréable, mais j'ai trouvé quand même qu'on perdait un peu la profondeur qu'il y avait dans le premier, et notamment les parallèles historiques, en fait. On l'a un peu dit, mais c'est vraiment dans la veine des suites qui se contentent de dupliquer le modèle du premier opus à succès, parce que là vraiment on a quelque chose de très très mécanique, hein, la chanson collective d'espoir en avenir meilleur. Ensuite Fievel qui se trouve par mégarde éjecté d'un moyen de transport, c'était un bateau, maintenant c'est un train. Ensuite la famille qui débarque, du coup la mort dans l'âme d'avoir perdu un enfant en chemin. Fievel qui espionne et découvre les plans des méchants, enfin c'est exactement la même intrigue. Bon, c'est un peu feignant et facile à ce niveau-là, je trouve. Et aussi, je trouve que sur le fond, ça va pas très loin, et c'est un peu dommage, parce qu'il y aurait pu avoir à nouveau un commentaire sur l'Amérique, le rêve américain, en évoquant cette fois le mythe du grand départ vers l'Ouest pour une vie meilleure, puisqu'on a à nouveau la famille obligée de s'exiler, et voilà, éventuellement les désillusions qu'il peut y avoir à l'arrivée, ce qui n'est pas vraiment traité, je trouve. Je vois quand même une toute petite trace de ça lors de ce moment bien réussi, je trouve, et assez flippant de l'étrange souris que tu citais tout à l'heure, donc il se trouve être une marionnette qu'on voit très vite qui est agitée par le fameux personnage de chat doublé par John Cleese. Une marionnette qui vraiment bonimente les souris pour les encourager à la ruée vers l'ouest. On voit en fait très tôt que c'est un mirage, que c'est des balivernes destinées à les manipuler, et dont une fois de plus, les Moscovitz vont être dupes. Après bon, on va dire que sur le premier exil, ils n'avaient pas trop le choix, mais au fil des films, ils s'avèrent quand même relativement crédules, cette famille. C'est clair. Donc oui, c'est vrai qu'il y a des petits éléments intéressants, mais bon, au global, c'est quand même juste des bastons entre souris et chat pendant 1h10, j'avoue que... Beaucoup de gags à répétition, en fait. Ouais. Il y a aussi des trucs gênants, comme la tribu indienne, là, les souris qui dansent en essayant de faire rôtir un chat, et finalement, ils vont se mettre à le vénérer comme un dieu. Bon. Ouais, j'ai pensé exactement la même chose, ça m'a fait penser à Astérix et les Indiens, donc un film même encore plus tardif finalement, un film de 94, où on a ce même type de représentation problématique et cette vibe très gênante. Et en fait, je me suis demandé, bon ça serait un sujet de thèse à part entière, mais à partir de quel moment ce type de représentation n'est plus devenu acceptable, parce que bon, même nous, moi qui ne sommes malgré tout pas si vieilles, c'est des représentations auxquelles on a été beaucoup exposés dans notre jeunesse. Absolument, on a fait les ouh et les tipis d'indiens et les plumes dans la tête, sur la tête. Est-ce qu'on voit encore, tu vois, des costumes de déguisement d'indiens? Enfin, je sais pas, j'ai commencé à penser à tout ça en regardant le film. Je pense que, finalement, ça doit plus perdurer en France ou dans les pays d'Europe où c'est moins associé à des choses choquantes qu'aux États-Unis où, à mon avis, maintenant, c'est considéré quand même comme cancel. Mais je pense qu'en France, on a ça doit encore toujours des trucs comme vendre. ça, hein. Ceux qui ont des enfants, dénoncez-vous. Est-ce que vos enfants se sont déjà déguisés en indien? Voilà. Donc là encore, quelques mots de la sortie commerciale du film. Donc il est sorti le 22 novembre 91 aux États-Unis. Une semaine, donc pile poil après La Belle et la Bête de Disney, comme on sait, est un énorme carton. Oupsie. Après, c'est vraiment à partir de ce moment-là que Disney va se mettre à sortir ses films entre Thanksgiving et Noël, enfin sur cette période-là. Alors qu'avant, il les sortait plutôt en été, et donc sur les divers longs métrages, ce sera la même chose sur le Petit Dinosaure, hein. Il y aura des battles entre les films de Don Bluth, enfin là pour le coup c'est pas un film de Don Bluth, mais les films d'autres studios d'animation et les films Disney. Bon, en tout cas, sur cette confrontation, c'est clairement Disney qui sort vainqueur, d'ailleurs même en termes d'Oscar, hein, évidemment pour la récompense des meilleures chansons, il va tout rafler avec La Belle et la Bête.
Et donc notre Fievel va rapporter 40 millions de dollars sur toute son exploitation mondiale, soit à peine le résultat du premier opus simplement sur le territoire américain. Donc voilà, un échec commercial assez fort, d'autant plus que ce film est, on le rappelle, presque 2 fois plus coûteux que le premier. Alors, à noter qu'il y a également eu un jeu vidéo pour ce film, qui nous amène à parler, on va dire, des suites de la franchise, puisqu'elle ne se termine pas là. Moi, je pensais qu'elle se terminait là, hein. Et pour l'anecdote, c'est aussi le cas du Petit Dinosaure. C'est aussi un film créé par Don Bluth qui va ensuite faire l'objet de je sais pas combien alors je crois long métrage pour la télévision pour le coup. Pas du tout fait par Don Bluth, mais je crois qu'il y a genre 13 films, un truc de foufou, dont je n'avais évidemment aucune idée avant de travailler un peu sur ce film. Donc voilà, Don Bluth c'est son truc, de balancer des films de cinéma très très bien. Puis après, ça fait l'envie de tout un tas de suites, de franchises transmédiatiques plus ou moins de qualité, mais dont il ne s'occupe pas du tout. Et donc, en préparant cet épisode, j'ai découvert que non seulement il y avait Fievel et le Nouveau Monde et Fievel au Far West que j'avais vu tous deux quand j'étais petite, mais qu'il y avait des suites autres. Et donc, je vais vous en parler. On va vous en parler. Il y a d'abord une série de 1 saison en 1992 sur la chaîne CBS qui s'appelait Fievel's American Tales. Les aventures de Fievel au Far West en français. Une série de 13 épisodes de 25 minutes qui se situe donc au Far West, dans la lignée du deuxième film, et qui va se concentrer sur les aventures de Fievel, qui vit toujours avec sa famille, et globalement, beaucoup d'aventures sont avec le fameux chat Tiger, là, son ami. On retrouve aussi le chat british et son acolyte, on retrouve aussi Miss Kitty, même s'ils vont être doublés par d'autres personnes. Mais il me semble que ça fonctionne plutôt bien. Alors moi, je regardais vite fait un épisode en accéléré parce que je connaissais pas cette série non plus, mais je trouve qu'on n'entend pas de grosses différences, en tout cas, entre les voix du long métrage et de la série. Alors, j'ai pas réussi à écouter la version française, mais j'ai lu que, en français, Richard Darbois, donc, qui est un célèbre doubleur, qui est la voix d'Harrison Ford, la voix de Jeff Goldblum, la voix de Buzz l'éclair, la voix du génie d'Aladin, entre autres, en fait, va remplacer Alain Dorval dans le rôle de Tiger. Si ça vous intéresse cette série, on peut voir les épisodes sur YouTube, je crois qu'ils sont quasiment tous. J'ai regardé un épisode, je trouve ça assez correct, évidemment adressé aux enfants, donc voilà, dans la limite que ça a, mais plutôt pas mal. Après, comme pour le coup c'est pas du tout musical, j'avoue que j'ai pas poussé plus que ça le visionnage. Je me suis demandé si cette série, c'était pas une des raisons pour laquelle il me semble que le film Fievel au Far West est en France presque plus connu que Fievel et le Nouveau Monde, enfin de ce que j'observe autour de moi, j'ai cette impression. Mais en même temps, j'ai pas réussi à trouver de date de diffusion française pour cette série. Donc ça m'intéresserait assez de savoir si vous, auditeurs, auditrices vieux, c'est-à-dire si vous avez plus de 40 ans, est-ce que vous l'avez vu à la télévision française dans les années 90 ? Et donc, il y aura d'autres suites après cette série. Ça va être des films sortis directement en vidéo. Là, on est vraiment sur le truc que faisait aussi Disney à l'époque, hein, c'est-à-dire des suites direct ou vidéo de qualité variable, on va dire. Et donc, à la fin des années 90, Universal a le projet de relancer la franchise, quelques années après la fin de la série Les Aventures de Fievel au Far West. Et donc, il va y avoir 2 nouveaux films direct ou vidéo. Et oui, moi je savais qu'il y avait ces 4 films parce que j'avais ce fameux coffret 4 DVD, même si j'ai perdu les 2 premiers opus. Si vous nous écoutez et que vous êtes la personne à laquelle j'ai prêté ces 2 premiers DVD, merci de me les rendre. Mais en fait, j'avais jamais vu. Ils sont encore emballés, j'avais jamais vu ces 2 ultimes films de la franchise, mais je l'ai fait pour préparer cet épisode. Finalement, j'ai quand même été plutôt agréablement surprise, j'avoue. Je me disais que ça allait vraiment être atroce. Mais si on met de côté le fait que le graphisme et l'animation sont vraiment moins bons que pour les films de cinéma, enfin, il n'y a pas photo, hein, c'est vraiment des films faits pour, entre guillemets, pour l'écran de télévision, à la fois dans l'animation et le dessin, hein, à tel point que au début on a presque l'impression que c'est des contrefaçons, tellement Fievel il se ressemble quand même pas tout à fait, il a un peu de tête bizarre. Mais bon, en réalité, on s'habitue au bout d'un moment, et les intrigues et les chansons ne sont vraiment pas si mal. On va dire que c'est vraiment au niveau du graphisme où on n'a pas du tout, par exemple, les superbes arrière-plans des premiers et aussi du deuxième film. Mais globalement, ça tient quand même la route, je trouve, ces 2 films. Donc le premier d'entre eux s'appelle Fievel et le trésor perdu. Et en anglais, toujours An American Tale. Et vraiment, ils sont contents de leur jeu de mots, hein, ils le gardent en tout début de titre. An American Tale, The Treasure of Manhattan Island. Un film donc qui est sorti en vidéo en 1998.
Oui, alors toi, t'as de la chance d'avoir le DVD, hein. Vive le format physique finalement, parce que je n'ai pas du tout réussi à le trouver. J'ai cherché tous les moyens légaux et illégaux de me procurer ce film et je n'ai pas trouvé, donc je n'ai pas pu le voir. C'est toi qui vas nous en parler. En tout cas, j'ai cru comprendre que ça se situe entre le premier volet et le deuxième, donc ça se situe à New York. Oui, d'ailleurs, c'est rigolo, au début, Fievel dit qu'il a rêvé qu'il était au Far West. Alors on sait pas si c'est une référence au début du deuxième film qui commence aussi par un rêve, ou alors est-ce que à ce moment-là Fievel suggère que tout le deuxième film, donc Fievel au Far West, était un rêve. Bon, on notera quand même un prémisse assez éclaté au sol, qui est que la souris new-yorkaise Fievel ne connaissait pas l'existence du métro. Alors que bon, on va dire souris / rat, métro, dans une grande ville, c'est quand même assez évident. Et que donc là, il découvre le métro en compagnie de son ami Tony. Voilà, ils vont être embarqués, si vous voulez, dans une aventure dans le métro. Alors j'ai cru comprendre, mais tu vas me dire si c'est vrai, que là aussi il y avait des personnages natifs américains, Tout à fait. mais avec un traitement qui a l'air un petit peu plus fin et intéressant que dans le deuxième film, puisqu'on a une tribu qui s'est réfugiée sous terre en raison des mauvais traitements par les colons européens. Donc je trouvais ça intéressant, tu vas me dire si ça l'est, ce prolongement finalement de l'esprit de la série qui va explorer plusieurs aspects de l'histoire de l'Amérique. Oui, tout simplement, ils ont aussi un petit peu plus d'épaisseur, voilà, ces personnages d'Indiens et leur condition de vie est davantage contextualisée, ils sont pas réduits à une espèce de folklore exotique. Oui, et d'ailleurs, je crois aussi que pour le rôle de Sholena, c'était une actrice native américaine qui a été choisie. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de soin dans la représentation. Donc l'actrice s'appelle Hélène Billstad. Alors moi, j'ai pas vu le film, mais j'ai vu la vidéo de notre amie Méa, qu'on salue, qui fait des super vidéos. Si vous connaissez pas cette vidéaste, vraiment allez voir ce qu'elle fait. Dans la vidéo qu'elle a fait il y a déjà très longtemps, je crois en 2012, sur Fievel, elle dit carrément que ce troisième film est marxiste, avec des souris ouvrières qui sont exploitées par les chats, qui a aussi une critique de la police. Donc écoute, ça m'a pas mal intrigué. Et à noter que donc c'est aussi une comédie musicale avec 3 chansons originales. Une est particulièrement notable, je trouve, c'est la Friend of the Walking Mouse. C'est la chanson des méchants exploiteurs, voilà, de souris qui travaillent, des souris ouvrières, tout simplement, c'est la chanson des exploiteurs des souris ouvrières, et justement Mia, elle en parle comme la chanson du MEDEF, et ça m'a fait beaucoup rire. Autre film de la série, donc ultime film de la quadrilogie, c'est Fievel et le mystère du monstre de la nuit, donc en anglais An American Tale, The Mystery of the Night Monster, un film de 1999. Oui, donc il se passe logiquement après le précédent, et apparemment c'est un polar. Fievel et ses amis enquêtent sur un monstre qui enlève des souris. Alors j'ai bien accroché à cet opus-là, hein. Donc il se déroule étonnamment dans l'univers de la presse new-yorkaise, et il met notamment en avant un personnage féminin, le personnage de la journaliste souris Nellie Brie, qui est donc une reporter à succès qui enquête sur ce fameux monstre et donc qui tend à en contester l'existence. C'est vu comme un truc qui fait vendre les journaux, mais elle a dit ce monstre c'est des balivernes et elle veut élucider le mystère. Et alors il y a même, je trouve, dans ce film, une vibe un peu His Girl Friday, le film, la screwball comédie des années 40, parce qu'on a ce personnage, voilà, de femme active, reporter, qui se chamaille aussi un peu avec son boss. C'est assez curieux, mais c'est presque un genre en soi, hein, c'est ces films sur l'univers de la presse new-yorkaise, et donc c'est dans ce genre-là que ce film s'inscrit. Et alors là encore, comment est-ce que Fievel se retrouve là-dedans? C'est parce que Tanya, qui est toujours la grande sœur, là, pour le coup, de Fievel, maintenant elle bosse, hein. Elle travaille dans le journal et elle est même amoureuse du patron du journal, ça c'est un peu creepy. Mais elle est sommée par ses parents d'emporter Fievel avec elle au boulot pour que Fievel, au contact de Nellie, combatte sa peur du monstre, parce qu'il fait encore plein de cauchemars, enfin voilà, bref. Donc Fievel se retrouve à enquêter avec Nellie sur le monstre en question. Et donc il y a à nouveau 3 chansons. Et encore des chansons plutôt chouettes, et notamment là encore celle du méchant, alors qui est cette fois un poodle français qui là encore manipule tout le monde en leur faisant croire tout un tas de sornettes, en leur vendant notamment un élixir pour faire éloigner le monstre. Alors, il y a un vrai trope quand même dans cette quadrilogie sur les méchants étrangers qui dissimulent leur identité, voire même leur espèce, hein, parce qu'on se souvient dans le premier film, le rat qui en fait était un chat, enfin voilà, il y a tout un truc
Dans le deuxième, une souris qui avait un chat. Voilà. On a ce modèle qui est, pour le coup, dupliqué en toute sérénité et impunité sur les 4 films. Et des petits clins d'œil dans ce film, on peut noter notamment une allusion à la scène du landau qui tombe dans l'escalier du Cuirassier Potemkin. Voilà, on a en reproduction cette scène-là de façon totalement random lors d'une scène de panique des souris. Bon, un film plutôt plaisant. Ouais, mais pareil, hein, j'ai pas pu le voir. Enfin, j'ai trouvé une version de très mauvaise qualité et en espagnol sur YouTube. Donc j'avoue que j'ai commencé, puis évidemment j'ai dit bon, je vais laisser tomber. Donc voilà, moi j'ai pas eu accès, mais un jour je te piquerai ton DVD, Fanny. Et tu me les rendras. Et oui, sinon tu auras un coffret avec 0 disque dedans. Et donc, quand même, au bout d'un moment, la franchise Fievel va un petit peu arriver à son terme. On sait pas, si ça se trouve, il y aura un reboot bientôt, mais bon, là quand même, j'ai l'impression que la franchise Fievel est finie. Et à ma connaissance, la toute dernière sortie de cette franchise va être le jeu vidéo Fievel's Gold Rush, la ruée vers l'or, donc peut-être que ça ramène encore au Far West, sur Game Boy Advance en 2002. Et donc, on vous rappelle que nous allons projeter Fievel et le Nouveau Monde le 19 juillet prochain, donc quelques jours après la sortie de cet épisode. C'est toujours à 16h, c'est toujours au cinéma L'Archipel dans le 10e arrondissement. Le film sera projeté en version française pour le rendre accessible à nos amis les enfants qui ne parlent pas anglais. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir avec vos enfants, voilà, pour voir, revoir, découvrir, transmettre Fievel et en discuter après la séance, pour cette séance qui sera donc la dernière séance de cette année pour le All That Jazz Cinema Club. Ben, on vous souhaite un bel été, une belle suite d'été, hein, puisque l'été est déjà bien engagé, notamment pour tout ce qui concerne la canicule. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez potentiellement survécu à la 3e vague de canicule. C'est ça. Et donc on vous donne rendez-vous à la rentrée de septembre 2026 pour plein de nouveaux épisodes consacrés à la comédie musicale. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt.